Place maintenant à notre cas pratique. On va illustrer la lutte anticorruption avec une situation concrète. On va prendre l'exemple d'une entreprise française qui postule à un marché public et l'un de ses intermédiaires propose son aide pour obtenir le marché en échange d'un avantage indu. Isabelle Jégouzot, je vais me tourner vers vous. Alors, comment l'AFA peut-elle intervenir dans ce type de situation concrètement ? Alors, on ne va pas intervenir directement parce que c'est un bon exemple qui montre que la corruption est un phénomène caché et qu'il est compliqué de le détecter. Alors, deux éléments de réponse. Si l'entreprise est une entreprise vertueuse, elle a mis en place les dispositifs qui vont lui permettre, de détecter qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc, le salarié qui va être confronté à cette proposition va se dire il y a quelque chose qui ne va pas, et va savoir quoi faire. Alors, quoi faire ? Il aura peut-être été formé, et l'entreprise lui aura dit comment faire dans ce cas-là. Alors, le comment faire, ça peut être référé à sa hiérarchie dans un premier temps et documenter la proposition qui lui est faite pour avoir des éléments de preuve. Ça peut être utiliser le dispositif d'alerte à l'entreprise pour alerter sur cette situation qui va peut-être conduire à proposer des premières remédiations. Et puis, l'entreprise peut aussi utiliser le dispositif d'alerte externe de l'AFA. Ça nous arrive. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. C'est sur notre site web, nous avons une catégorie dédiée qui permet de faire des signalements et nous en recevons beaucoup. On en a, et ça augmente. On en a eu 400 en 2023, 800 en 2024 et en 2025, on devrait en avoir 2000. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Alors après, là-dedans, on n'a pas que des choses intéressantes. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri, mais dans un cas comme ça, nous pouvons effectivement recevoir une alerte et si les choses paraissent suffisamment caractérisées, c'est important, dans un cas comme ça, de documenter, d'avoir des éléments de preuve. Nous pourrons faire un article 40, ce qu'on appelle un article 40 au procureur de la République, ce que l'entreprise peut faire aussi d'ailleurs, de signaler les faits au procureur de la République, que ça peut passer par nous ou ça peut être fait en direct, éventuellement par l'avocat de l'entreprise, qui va signaler les faits au procureur de la République, qui à ce moment-là va mener une enquête. Je précise que l'AFA n'a pas de compétence d'enquête. Donc nous sommes uniquement une autorité administrative, nous ne pouvons pas enquêter. Donc sur des faits de ce type-là, d'une infraction qui est déjà constituée, on a passé le stade de la prévention, une infraction qui est déjà constituée, ça va relever de l'enquête pénale et c'est le procureur de la République qui pourra la diligenter. Alors Alexandre, imaginons que vous êtes compliance officer dans l'entreprise visée. Quelle est votre réaction ? Vous apprenez ces faits, comment vous réagissez ? Je dirais il y a deux éléments pour moi à retenir, c'est clarté et formation. Clarté, je pense, du message que l'entreprise porte dans son dispositif de lutte contre la corruption. Il est très clair chez nous, c'est tolérance zéro. Et donc, ce principe-là, il doit être connu de tous, donc ça rejoint la formation, et appliqué par tous. Ça rejoint ce que vous disiez, Isabelle Jégouzot, il y a un instant, l'importance de la formation, je dirais aussi de vos codes de conduite, de vos guides qui peuvent l'accompagner, puisque l'objectif de ces formations ou d'un code de conduite, c'est d'aider le collaborateur à identifier la situation à risque dans laquelle il peut se trouver et de savoir comment y réagir. Au moins la réaction d'urgence. Et bien évidemment, c'est non dans ce type de cas. Ensuite, l'autre élément de la formation qui doit être connu du collaborateur, c'est quels sont les mécanismes dans mon entreprise que je dois mettre en œuvre. Donc ça fait partie des choses qu'on doit répéter également de manière régulière, puisque la pédagogie, c'est l'exercice de répétition, mais naturellement d'actionner nos dispositifs d'alerte dans la compagnie pour qu'on puisse déclencher l'ensemble des dispositifs, le cas échéant une investigation interne, et qu'on puisse prendre nous-mêmes
l'ensemble des mesures que nous estimons appropriées, le cas échéant avec l'adjonction de conseils externes pour arriver à bien évaluer la situation et les risques qui gravitent autour. Alors justement, on va prendre le conseil externe. Vous êtes avocat de l'entreprise, vous conseillez Alexandre sur cette situation. Comment vous faites ? Je dirais d'abord que je pense que la situation n'arriverait pas à Alexandre. C'est-à-dire que quand on est une entreprise assujettie à la loi Sapin, c'est-à-dire une grande entreprise, pour répondre à un marché public en France, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Je pense que c'est le premier sujet. Je pense que les grandes entreprises assujetties à la loi Sapin n'ont pas besoin d'aller recourir à un intermédiaire pour concourir à un marché public sur le territoire national. On parle souvent dans la lutte contre la corruption des signaux faibles. Je pense que c'est quelque chose d'important dans les dispositifs anticorruption. Là, c'est même pas un signal faible. C'est une locomotive qui arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment traiter la situation. Envoyer une lettre tout de suite à la personne qui a contacté l'entreprise pour lui dire « je peux vous aider pour répondre à ce marché public » en lui disant « cher monsieur, vous êtes bien gentil, mais ou madame, vous ne nous écrivez plus. » La deuxième chose à faire, je dirais, si le cas est exactement celui-là, c'est de signaler les frais au procureur de la République. Alors, nous, il nous arrive de voir des grandes entreprises qui sont sollicitées, non pas par des intermédiaires en France, mais souvent par des acteurs publics. Ce qui est une difficulté majeure. Pourquoi c'est une difficulté majeure ? C'est une difficulté majeure parce que quand on est un acteur public et qu'on organise un appel d'offres, on n'a pas à solliciter des avantages de la part de l'entreprise qui va répondre à l'appel d'offres. C'est quand même un problème. Ou à faire pression sur l'entreprise. Bon, on le voit et les faits sont immédiatement dénoncés au procureur de la République. La troisième réaction, qui serait la mienne, c'est de dire comment cela a-t-il été rendu possible ? Qu'est-ce qui, dans l'écosystème considéré, a permis de rendre ça possible ? Et est-ce que dans l'entreprise, il y a des difficultés à cet égard ? Alexandre parlait sujet de formation. Est-ce que la personne qui a reçu cet appel ou cette sollicitation a été suffisamment bien formée ? Les bonnes pratiques actuelles seraient d'ouvrir une enquête interne. Comment ça se passe, une enquête interne ? Comment ça se passe une enquête interne ? Il y a autant d'enquêtes internes que de situations. Il y a des grandes et des petites enquêtes internes. Il y en a qui sont menées par les salariés de l'entreprise. Il y en a qui sont menées en coaction avec des conseils externes. Il y en a qui sont menées uniquement par des conseils externes. Enfin, il y a un nombre de cas de figure. On a une méthodologie d'enquête. On l'applique et on collecte la documentation. On entend les salariés considérés. Du tout, on fait un rapport, j'ai envie de dire, et on détermine ensuite si les faits sont confirmés ou pas confirmés, la meilleure approche. Mais je pense qu'il est important de donner une suite, c'est-à-dire de permettre d'avoir un retour sur expérience pour que la situation ne se reproduise plus. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, s'il est besoin, prendre les sanctions qui s'imposent et dénoncer les faits au parquet. Oui. Encore une fois, là, dans un cas comme celui-là, l'entreprise serait victime. Vous partagez ce point de vue, Isabelle Gégouzot ? Complètement. C'est des situations qui peuvent se produire en France, c'est pas très courant, heureusement, qui peuvent se produire dans un contexte international. Et il est effectivement important que les entreprises sachent comment réagir. Donc, dans un cas comme ça, on va voir l'intérêt. L'entreprise va pouvoir effectivement avoir du retour du feedback, c'est-à-dire, par exemple, nourrir sa cartographie des risques. Et puis nourrir ses formations puisque le cas s'est produit. Si on vient la solliciter, donc voilà, ça va lui permettre de continuer à faire évoluer son dispositif. Mais ce que disait Alexandre est très important. La première chose, si les anticorps ont été injectés dans l'entreprise, c'est de dire oula, situation dangereuse. Je commence par dire non, et puis après je signale. Et donc ça, une entreprise qui sait réagir, qu'il faut avoir. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir, et c'est l'entreprise qui réagit comme ça, c'est une entreprise qui a déjà un système un cadre déjà bien robuste. Peut-être un mot supplémentaire pour rebondir à nouveau sur la question de la formation, qui est, je pense, quelque chose de véritablement clé. Qui peut être adapté en fonction des profils ou de l'exposition au risque que nos collaborateurs ou collaboratrices peuvent avoir. Mais c'est vrai que nourrir de la formation à travers des cas pratiques, c'est extrêmement utile.
c'est extrêmement fort en termes de pédagogie. C'est fort quand c'est nourri de la part de jurisprudence ou d'accords négociés, mais c'est encore plus fort quand vous arrivez à tirer l'expérience de situations qui se sont concrètement présentées dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a un exercice de REX, de retour d'expérience qui est toujours utile et sur lequel il faut savoir capitaliser dans l'entreprise. Pas toujours facile à faire, mais il faut arriver à en parler. Et c'est aussi une forme de speak-up. Que dans l'entreprise, on sache parler de ces événements-là, c'est une forme de speak-up qui mérite d'être beaucoup plus partagée. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une bonne pratique. Ce sera le mot de la conclusion de ce grand débat. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. C'est la fin de ce Lex Inside, le grand débat. À très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.